N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, bonsoir à tous les participants. Bienvenue à cette séance médicalement en ligne où il sera question de parler de la contusion, des contusions abdominales. Bon, hier, c'est une continuité. On a parlé des traumatismes ouverts de l'abdomen. Aujourd'hui, on va parler de contusion abdominale. Nous avons toujours le docteur Makou Myriam. La séance va se dérouler en deux phases comme d'habitude. Dans une première phase, où elle va faire sa présentation, va nous entretenir dessus et secondairement, il y aura une phase de questions. Donc, pour que la présentation se déroule dans de très bonnes conditions et que ça soit agréable pour tout le monde, veuillez garder vos micros coupés si vous n'avez pas la parole. Donc, voilà, bonne présentation à tous. Docteur Makou, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Et je vous remercie une fois de plus pour ce moment de partage de connaissances au sein de Medical Mind. Je voudrais tout d'abord présenter des excuses pour le souci de programmation qui a eu lieu parce que hier, ça devait porter sur les traumatismes fermés et aujourd'hui sur les traumatismes ouverts. Mais l'inverse s'est produit et donc le sujet aujourd'hui portera sur les traumatismes fermés de l'abdomen, à savoir aussi appelés les contusions de l'abdomen. Alors, à la fin de ce cours, quels seraient les objectifs? Il faudra pouvoir définir ce qu'est une contusion de l'abdomen ou encore un traumatisme fermé de l'abdomen, de connaître la répartition des organes selon les régions, de connaître les différents mécanismes lésionnels impliqués, de savoir poser le diagnostic d'un traumatisme fermé de l'abdomen et de connaître quel bilan demander en urgence ainsi que de suivre une prise en charge adéquate de bout en bout. Nous allons suivre le plan ci-après. D'entrée de jeu, nous dirons par définition qu'un traumatisme fermé de l'abdomen ou une contusion de l'abdomen, c'est l'ensemble des lésions par traumatisme fermé portant sur l'abdomen, pouvant atteindre soit uniquement la paroi ou la paroi et les viscères. En guise d'intérêt, nous dirons qu'en termes d'épidémiologie, les contusions abdominales sont assez fréquentes, notamment chez les patients polytraumatisés. Le diagnostic doit être possible en situation d'urgence. Cela engage rapidement le pronostic vital et donc l'urgence doit se faire suivre par une prise en charge médico-chirurgicale adéquate. Épidémiologiquement parlant, nous dirons que la contusion abdominale survient dans 75% des cas suite à un accident de la voie publique, soit par voiture ou engin à deux roues, en l'occurrence une moto, ou bien chez des piétons dans 7% des cas. Cela pourrait aussi survenir dans les situations de chute de grande hauteur, notamment dans les tentatives d'autolyse ou encore en situation de sport, de risque. Il faut noter que l'abdomen est la troisième région du corps la plus fréquemment lésée chez les accidentés et environ 10%, c'est la cause d'environ 10% des décès par traumatisme. Pour rappel, nous dirons une fois de plus que la cavité abdominale est une zone anatomique qui est limitée en haut par le diaphragme et en bas par le bassin. Elle est fermée latéralement par la paroi musculaire, le tissu musculo-aponévrotique. Et cette zone anatomique est divisée en 9 cadrans par 2 lignes imaginaires horizontales d'abord. La première supérieure qui relie les 2 rebords costaux inférieurs et la deuxième ligne horizontale inférieure qui relie les 2 épines iliaques antéro-supérieures. Et on a 2 lignes imaginaires verticales qui se portent sur la ligne médioclaviculaire. Il est important de faire la différence en matière de contenu de la cavité abdominale. On retrouve les organes pleins, le foie, la rate, le pancréas, et on peut retrouver les organes creux, notamment l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. La classification des contusions abdominales peut se faire
S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci. Donc, la classification des contusions abdominales peut se faire selon la profondeur, où on retrouve des contusions qui peuvent être purement pariétales ou des lésions viscérales. Et ça peut se faire également selon l'incidence relative des organes lésés, notamment la rate étant en tête de file et puis suivie par le foie. Le mécanisme de survenue d'une contusion abdominale peut se faire soit par choc direct qui entraîne des lésions d'écrasement ou d'éclatement d'organes, ou bien par décélération qui pourrait entraîner une rupture ou déchirure ou arrachement des insertions vasculaires. Et ces mécanismes peuvent bien évidemment être associés. La physiopathologie, une fois de plus, telle que nous l'avons relatée hier, nous dirons qu'en cas de contusion abdominale, on pourrait avoir une situation hémorragique grave associée à un choc qui est précurseur de la triade létale dont nous avons parlé, notamment l'hypothermie, l'ischémie tissulaire qui entraîne l'acidose et la coagulopathie. Cela est encouragé très souvent par nos gestes au moment de la prise en charge, quand nous administrons souvent des solutés qui ne sont pas souvent réchauffés, favorisant l'hypothermie, ou bien quand nous transfusons du sang qui a été conservé pendant longtemps et qui est souvent dépourvu de facteurs de coagulation et de plaquettes. En études cliniques, nous parlerons de la rupture traumatique de la rate. Donc, nous dirons en type de description, nous parlerons du traumatisme de la rate et quels sont les éléments qu'il faut souvent rechercher dans un contexte de traumatisme de la rate ou de contusion abdominale. Il faut rechercher les éléments de gravité, notamment une notion d'éjection du sujet du véhicule. Il faut rechercher la notion d'un autre passager du véhicule qui serait décédé, une désincarcération de plus de 20 minutes, une chute de plus de 6 mètres, la notion de tonneau, la notion d'accident survenant à une vitesse de plus de 80 km/h avec notion de décélération, un piéton qui est renversé ou projeté, ou bien un accident de moto à plus de 40 km/h avec chute. Donc, à l'évaluation clinique de notre patient, bien évidemment, il faut faire un bilan primaire suivant l'Advanced Trauma Life Support en faisant le ABCD, A for Airways, qu'il faut corriger au fur et à mesure, B for Breathing, C pour Circulation, D for Disability. Et après avoir fait cela, il faudrait évaluer le patient sur le plan secondaire en recherchant les signes fonctionnels, notamment une douleur irradiant vers l'épaule gauche, avec possiblement une augmentation du volume de l'abdomen. On peut rechercher également des signes généraux, les paramètres vitaux avec chute de la tension artérielle ou une accélération du pouls ou de la respiration qui devient superficielle et rapide. Pour signes physiques, les contusions abdominales peuvent souvent passer inaperçues, mais il y a certains signes d'appel qui pourraient amener à se poser la question, notamment la présence d'ecchymose ou d'érosion cutanée ou une distension abdominale, surtout dans la zone de l'hypochondre gauche et en regard des 5-6 dernières côtes, en regard de la rate, ou bien l'hypochondre droit en regard du foie. Il faut également palper les fractures des côtes basses à gauche, rechercher une contracture. La contracture qu'on va très souvent retrouver en présence d'une rupture d'organes creux associés, sachant que le sang n'irrite pas. On peut rechercher une défense de l'hypochondre gauche ou un cri de l'ombilique, toujours en faveur d'une possible rupture d'organes creux. À la percussion, on va rechercher une matité qui pourrait être déclive et on pourrait faire un toucher rectal qui pourrait nous révéler un bombement du Douglas, parfois avec la présence du sang. En extra digestif, on peut retrouver une pâleur et une froideur des extrémités.
Quelle est la conduite à tenir en termes de paraclinique? Déjà, il y a le bilan biologique minimum qui permet d'évaluer l'hémogramme, l'ionogramme, l'urécréate, le terrain pour une éventuelle transfusion sanguine telle que le groupe sanguin et les transaminases. Sans oublier l'hématocrite qui est l'élément majeur en aigu. La pose de la voie veineuse initiale doit être l'opportunité d'un prélèvement pour éviter de faire des ponctions multiples. L'imagerie ne se justifie que chez les patients stables. Et la seule modalité d'imagerie qui peut être pratiquée même chez le patient instable, c'est le Focus Assessment Sonography for Trauma, qui est Fast Échographie. Cette modalité d'imagerie constitue en lui-même le stéthoscope du chirurgien, car ça peut se pratiquer au lit du malade. C'est facile à utiliser, c'est non invasif, c'est rapide, c'est reproductible. Ça détecte des épanchements à partir de 200 millilitres. Et bon, heureusement ou malheureusement, c'est souvent opérateur dépendant. Affirmer ou infirmer rapidement la présence d'un épanchement intrapéritonéal expliquant l'instabilité hémodynamique. C'est en ça que nous aide le FAST. L'absence d'épanchement significatif avec une radio thorax normale il faudra quand même penser à une suspicion de lésion d'origine rétropéritonéale. Donc, l'absence d'anomalie à l'échographie FAST n'exclut pas la possibilité d'une lésion. Le scanner abdominal qui peut se faire avec ou sans injection se pratique généralement chez les patients stables pour évaluer le volume de l'hémopéritoine, pour évaluer l'aspect des lésions spléniques parenchymateuses et rechercher des lésions associées. Ça nous permet également de classifier les lésions spléniques suivant l'American Association of Surgery for Trauma, qui classifie en 5 grades suivant la présence de l'hématome sous-capsulaire qui peut être expansif ou non, la surface splénique lésée et la taille de la lacération parenchymateuse. Donc, nous aurons le grade 1 qui est représenté, qui est retrouvé au scanner comme un hématome sous-capsulaire non expansif inférieur à 10% de la surface splénique. Le parenchyme présente souvent une lacération capsulaire non hémorragique d'une profondeur de moins de 1 cm. Au grade 2, on aura un hématome sous-capsulaire non expansif qui intéresse 10 à 50% de la surface splénique avec une lacération capsulaire hémorragique et une fracture parenchymateuse d'une profondeur de 1 à 3 cm sans atteinte des vaisseaux. Au grade 3, on aura un hématome sous-capsulaire de plus de 50% de la surface splénique où on pourrait retrouver un hématome expansif ou encore on pourrait retrouver un hématome sous-capsulaire rompu avec saignement actif. L'hématome intraparenchymateux, quant à lui, sera de plus de 2 cm. Le parenchyme va présenter une fracture profonde intéressant les vaisseaux segmentaires ou hilaires et pouvant entraîner une dévascularisation. Au grade 4, on aura un hématome intraparenchymateux rompu avec saignement actif. Le parenchyme va présenter une lésion intéressant les vaisseaux segmentaires ou hilaires et une dévascularisation sur plus de 25%. Et le grade 5, très souvent, c'est l'éclatement de la rate ou bien ce qu'on appelle une avulsion de la rate avec lésion du hile. Autre modalité radiologique, c'est l'artériographie qui n'a pas vraiment un intérêt diagnostique, mais sur le plan thérapeutique, pourrait être utile pour une artériographie interventionnelle pour une embolisation. La radiographie de l'abdomen sans préparation est une modalité complémentaire qui permet de poser le diagnostic de lésions associées, notamment la recherche de fractures de côte basse à gauche, une opacité de l'hypochondre gauche, un roufflement de l'angle colique gauche vers le bas, la présence de niveau aéré qui pourrait signifier un syndrome occlusif ou un ileus, ou bien un pneumopéritoine, avec la présence d'un croissant
gazeux sous-diaphragmatique. À la radiographie du thorax, on observe les lésions associées, notamment les fractures des dernières côtes gauche et la recherche des lésions comme une surélévation de la coupole diaphragmatique qui pourrait signer la présence d'une rupture diaphragmatique ou bien la présence de niveau aérique dans le thorax qui pourrait être en faveur d'une rupture diaphragmatique et migration des anses vers le thorax. Nous n'oublions pas, bien que de moins en moins pratiqué, nous n'oublierons pas le lavage péritonéal qui est de plus en plus abandonné depuis l'avènement du fast echo, mais il est pratiqué dans certaines contrées, dans certaines situations, dans certaines régions, et c'est considéré positif lorsque on a un nombre de globules rouges supérieur à 10 000 par millimètre cube, ou alors les globules blancs supérieurs à 500 par millimètre cube, ou bien la présence de bile ou de bactéries ou de sel, ou bien quand j'ai vu il a les autres formes cliniques, nous parlerons ici des formes anatomiques, notamment en présence d'une lésion du foie. Cela constitue la deuxième cause d'hémopéritoine, avec survenant dans 25% des contusions de l'abdomen, le lobe droit étant atteint dans 70% des cas. L'examen clinique en cas de lésion du foie va retrouver une contusion basithoracique droite avec des dermabrasions, une douleur ou une défense à l'hypochondre droit, une douleur scapulaire droite, des fractures de côte basse à droite, un hémopéritoine, sauf en cas d'hématome sous-capsulaire non rompu. On pourrait retrouver également un choc hémodynamique. Le diagnostic souvent se fait avec un abdomen sans préparation. On peut retrouver les fractures des côtes basses à droite et aussi la présence d'un pneumopéritoine. L'échographie va mettre en évidence des zones hétérogènes intrahépatiques ou un hémopéritoine. Le scanner peut se faire sans et avec injection. Autre forme anatomique, c'est la contusion des organes creux qui survient dans 30% des contusions de l'abdomen. Les lésions prédominent souvent sur les segments fixes, notamment le duodénum. La première et la dernière anse grêle, le côlon ascendant, le côlon descendant, parce qu'au cours des décélérations, les zones qui sont fixes font souvent des arrachements, des avulsions. Donc, deux types de lésions sont possibles. Des plaies séromusculaires ou une rupture complète. Le diagnostic est souvent difficile parce que ces lésions d'organes creux sont souvent asymptomatiques dans les 12 premières heures chez la plupart des patients. Les signes précoces, parfois on peut avoir une douleur ou une défense généralisée et par la suite, sur un ASP ou sur un scanner, on retrouve un pneumopéritoine. Les signes sont parfois tardifs en guise des signes d'irritation péritoniale. L'hématome rétropéritonéal n'est pas un reste, c'est aussi très fréquent, avec pour cause parfois les fractures du rachis, fractures du bassin, lésions rénales et rupture des gros vaisseaux. Le diagnostic se fait souvent en péropératoire, motivé par une autre lésion. On note souvent dans ces cas une défense ou une contracture. Parfois, on peut avoir un empattement lombaire ou une hématurie totale si on a une fracture du rein. Le patient peut se présenter aussi en état de choc, sans hémopéritoine ni hémothorax. On a juste un patient qui est comme ça en état de choc. Et à l'ASP, on aura la disparition de l'ombre du muscle psoas. Les autres formes cliniques, on peut retrouver traumatisme du pancréas, les ruptures diaphragmatiques, les ruptures vésicales, les lésions vasculaires. Les contusions de la rate peuvent être associées aux contusions du rein qui entraînent un tableau souvent complexe, mais souvent le diagnostic est posé au scanner. Les contusions thoraco-abdominales sont des formes associées. Une atteinte du grêle peut s'associer à une lésion traumatique de l'aorte abdominale.
Donc, le diagnostic positif est évoqué si les organes, si les signes locaux siègent dans l'hypochondre gauche. Ça, c'est dans le cas d'une contusion splénique. Donc, le diagnostic est évoqué si les signes locaux siègent dans l'hypochondre gauche après une contusion basithoracique gauche avec un hémopéritoine et un choc hémodynamique. Qu'est-ce qu'on peut évoquer comme différentiel devant une suspicion de contusion splénique? On peut évoquer une lésion du rein par lésion parenchymateuse, filaire. On peut évoquer un traumatisme du pancréas, lésion vasculaire, lésion d'organes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en présence d'un patient avec une contusion splénique? Les buts de la prise en charge vont consister à un contrôle de l'état de choc pour établir une hémodynamie normale, de traiter les lésions organiques au vu du bilan lésionnel, de prévenir les complications. Pour moyens, on a deux principaux moyens. Il y a le traitement conservateur et il y a la prise en charge chirurgicale. Pour un traitement conservateur, les conditions requises pour sa réalisation sont, il faudrait tout d'abord que le patient soit hémodynamiquement stable, sans suspicion de péritonite par perforation d'organes creux. Donc, il faudrait d'abord qu'il soit stable, soit initialement ou après remplissage adéquat. Et puis, il ne faudrait pas qu'il y ait une perforation d'organes creux associée. Deuxième condition, il faudrait que il faudrait qu'il y ait la possibilité d'un bilan scanographique avec un opérateur entraîné sans saignement actif, mais le scanner ne se fait que chez les patients stables. Le grade ne justifie pas vraiment le choix d'un traitement conservateur ou non, parce qu'on peut avoir un grade 2, mais qui présente une rupture secondaire de la capsule, ou bien un saignement actif en cours, ou bien un grade 2 qui est hémodynamiquement instable. Là, on ne fera pas un traitement conservateur. L'indication de traitement conservateur est posée par le chirurgien viscéral qui est prêt à tout moment à décider ou à réaliser sans délai une laparotomie dans un service de réanimation ou dans des conditions de surveillance adaptées avec le kit chirurgical prêt pour toute intervention chirurgicale. Et il ne faudrait pas faire le traitement conservateur chez les patients qui présentent d'autres lésions potentiellement chirurgicales. Par exemple, un patient polytraumatisé qui a une contusion splénique avec une fracture du fémur. On n'ira pas faire un traitement conservateur chez celui-là puisque la prise en charge dans le damage control, en prenant en charge sa fracture du fémur, on peut une fois prendre en charge sa contusion splénique, même s'il est stable. Donc, le traitement conservateur sera à discuter avec pour critère majeur la stabilité hémodynamique, pas de suspicion de lésion d'organes creux ou bien en absence d'extravasation du produit de contraste dans un scanner injecté. Au critère mineur, on ne pratique pas le traitement conservateur chez le sujet âgé ou on peut pratiquer en présence d'un hémopéritoine peu abondant qui n'est pas expansif chez un patient hémodynamiquement stable. Le grade ne détermine pas le choix d'un traitement conservateur ou pas. Pour les autres modalités de traitement conservateur, on peut pratiquer une embolisation sélective à travers une angiographie. Donc, un cathéter est monté jusqu'à l'artère responsable du saignement et cela est obturé mécaniquement ou chimiquement. Et ceci permet de contrôler l'hémostase sans toutefois avoir recours à une splénectomie. Les principales complications de l'embolisation sélective sont, on peut avoir un abcès ou un infarctus splénique secondairement, un kyste de la rate ou une insuffisance rénale secondaire à l'injection de produits de contraste iodé si on n'a pas bien surveillé la fonction rénale du patient avant de le faire. Autre modalité conservatrice, on peut utiliser un filet périsplénique pour contenir la rate et favoriser l'hémostase. On peut appliquer des agents hémostatiques
On peut pratiquer une splénectomie partielle. On peut faire une réimplantation splénique, c'est-à-dire on prend une partie de la rate et on réimplante souvent sur l'épiplomb. On peut avoir recours à de la colle biologique. Pour ce qui est des méthodes chirurgicales, la splénectomie est pratiquée, la splénectomie totale d'hémostase est pratiquée souvent en présence d'un hémopéritoine chez un patient en état d'instabilité hémodynamique. Certaines techniques permettent d'éviter l'ablation de la rate, celle que nous avons citée plus haut. Et les techniques citées plus haut, c'est-à-dire colle biologique, peuvent se faire par cystoscopie. Quelle prévention chez un patient qui a été splénectomisé? Dans le but de la prévention du risque infectieux après la splénectomie, il est important de faire la vaccination contre les bactéries encapsulées, comme le streptocoque pneumoniae, entre autres. Il est important de faire une antibioprophylaxie au long cours, ceci dans la prévention des OPSI, Overwhelming Post-Splenectomy Infection. Quelle est donc la surveillance pour un patient chez qui on a initié un traitement non opératoire, traitement conservateur non opératoire? Les patients sous traitement conservateur et ceux traités par embolisation seront suivis pendant 10 à 15 jours selon le degré du traumatisme dans un milieu hospitalier avec une surveillance accrue ou même en milieu de réanimation si possible. Cette surveillance sera clinique en surveillant les paramètres hémodynamiques, la circonférence abdominale, l'apparition ou non de signes d'irritation péritonéale. Et ça peut se faire aussi en paraclinique via un scanner ou une échographie qui va se faire au 1er jour, au 3e jour, au 7e jour, au 14e jour, puis toutes les semaines. La mortalité globale des patients ayant un traumatisme global est souvent d'environ 6%. En conclusion, nous dirons que les traumatismes fermés portant sur l'abdomen sont fréquents en cas d'accident de la voie publique. Le mécanisme lésionnel peut être direct ou indirect. La contusion entraîne des lésions d'organes pleins, creux et vasculaires. La rate est le premier organe lésé, suivi du foie, des intestins, du rein et de la vessie. Le diagnostic positif doit être évoqué devant une notion de traumatisme fermé portant sur l'abdomen, les signes locaux siégeant souvent dans la région traumatisée, la présence de signes de péritonite, un hémopéritoine et souvent un choc hémodynamique. La prise en charge est devenue de plus en plus conservatrice, mais cependant, la chirurgie garde sa place et est indiquée surtout chez les patients hémodynamiquement instables. La prévention des accidents de la voie publique est capitale pour réduire le taux de mortalité. Pour take-home message, nous dirons que les mécanismes de haute énergie sont souvent responsables des lésions d'organes pleins. L'évaluation initiale est souvent difficile si la conscience du patient est altérée, notamment le patient qui est éthylique ou bien en présence d'un traumatisme crânien modéré à sévère. En présence d'une contusion abdominale importante, l'imagerie est importante, notamment le fast echo. Il ne faut pas oublier les lésions d'organes creux, notamment par décélération en cas de mécanisme de la ceinture de sécurité. La surélévation de l'hémidiaphragme doit interpeller vers la possibilité d'une rupture diaphragmatique. L'échographie FAST à la place du lavage péritonéal est meilleure puisque c'est rapide, facile, sensible et reproductive. Le scanner n'est indiqué qu'en cas de stabilité hémodynamique. Sur ce, nous vous remercions. Merci Dr. Marco pour cette présentation très enrichissante. Nous sommes à la phase des questions. J'espère que vous avez pu noter vos questions. Là, soit vous pouvez écrire dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat vos questions ou vous pouvez juste lever la main. On vous donne la parole. Bon, docteur, il y a une question dans le chat. Jukan Harmonie qui demande, qui dit merci pour la présentation.
En fait, elle aimerait avoir, oui, il aimerait, pardon, avoir plus de précision sur l'hémidiaphragme. Je sais pas, hémidiaphragme. Soyez un peu plus précis dans la question. Oh, ok, EM3. Essaye d'être un peu plus précis dans ta question. Hémidiaphragme, je ne sais pas trop de quoi elle veut parler. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce qu'elle essaye de dire, docteur. Je pourrais essayer d'éclaircir cette zone d'ombre parce qu'elle doit avoir entendu le terme, mais peut-être n'a pas compris le lien. Donc, en présence d'une contusion abdominale, à l'abdomen sans préparation et même à la radiographie du thorax, on peut retrouver une surélévation d'un hémidiaphragme, c'est-à-dire la moitié du diaphragme semble plus surélevé que l'autre côté. Ou alors, on peut retrouver des anses, des niveaux hydroaériques dans le thorax. Et cela est souvent en faveur d'une rupture diaphragmatique associée. J'espère que j'ai pu éclairer ça à l'antenne. Et docteur, il y a une autre question de Annick qui dit merci pour la présentation et qui dit que vous avez parlé d'un filtre pour la rate dans le traitement conservateur. À quoi il ressemble et comment il se place? Okay. Bon, en fait, le terme utilisé, ce n'était pas filtre. Le terme utilisé, c'était un filet. C'est un filet comme une petite moustiquaire qui vient emballer la rate, qu'on utilise pour emballer la rate. Et cela peut se faire par célioscopie également, ou même par voie ouverte. Ok, merci docteur. J'espère qu'il a pu avoir réponse à sa question. Il y a Guillaume Tchoua qui lève la main. Vous avez la parole, monsieur Guillaume. Bon, en attendant que docteur Guillaume, avec son problème de micro, on va prendre les questions qui sont dans le chat. On a Bassirou Konta qui demande qu'en est-il de l'indication de la sonde urinaire en cas de traumatisme abdominal? Chez presque tout patient traumatisé, en état de choc, ou bien dans certaines conditions, même sans état de choc, il serait idéal pour une meilleure surveillance de poser une sonde urinaire pour pouvoir évaluer si notre remplissage, notre réanimation est efficace ou non. Donc, si on reçoit un patient polytraumatisé en état de choc, il faut poser sa sonde urinaire. Ok, il y a une autre question dans le chat de Samuel Fodop qui demande, bon, ça c'était pas vraiment une question, c'était une... Que vous pouvez proposer en dehors des contusions abdominales? Bon, je sais pas, donc il y a une participante qui demande, qui a une question qui n'a rien à voir avec les contusions abdominales. Je pense que le thème, c'est la contusion abdominale. Je ne sais pas si... donc, c'est un participant qui a une question qui n'a rien à voir avec les contusions abdominales. Je ne sais pas s'il demande s'il peut la poser. Non, qu'il la pose. Et puis, ensemble, nous allons répondre à sa question. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez poser votre question. Il y a MGDDX qui demande quelles sont les indications des sondes rectales et comment on les met, ces sondes-là. Bon, les sondes rectales, c'est vrai que ça n'entre pas vraiment dans le cadre de notre présentation ce jour, mais les sondes rectales peuvent être utiles dans certaines situations de syndrome occlusif ou bien chez un enfant qui présente la maladie de Hirschsprung. On peut lui placer une sonde rectale pour faciliter la vidange ou même souvent pour la préparation préopératoire à la chirurgie. On pose la sonde rectale. Bon, ça se pose comment? Ça se pose, c'est un tube qui se pose à travers l'anus dans le rectum.
je ne sais pas, peut-être Medical Mind organisera un atelier pratique pour aider à mieux comprendre l'utilisation. Oui, allô? Bonsoir, c'est Guillaume là. C'est vrai que j'ai eu des soucis avec le micro de mon téléphone, donc je me suis connecté sur ma machine. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on vous suit très bien, merci. Ah, d'accord, merci. En fait, je voulais revenir concernant la question sur sur le filet dont on en a parlé là. Bon, je voulais juste ajouter un petit éclaircissement. Je pense, comme vous avez dit, c'est utilisé lorsqu'on fait la splenectomie par cystoscopie. Dans le filet, en fait, c'est que lorsqu'on fait la splenectomie par cystoscopie, les orifices des trocas sont suffisamment petits, alors que la rate, c'est un organe qui est jusqu'à 300 grammes. Donc, lorsque, par exemple, il y a un patient qui a, par exemple, un éclatement à la rate, ça peut arriver que pour faire pour et de pouvoir garder ça fixe. Comme ça, on va se rassurer que la rate n'aura pas à fuir dans l'abdomen. Parce que faire sortir, parfois, c'est un peu compliqué. Il y en a même parfois qui ont besoin de fragmenter la rate. Ils fragmentent la rate en petits morceaux avant de le garder dans le... Bon, je ne sais pas si la notion de filet est bien assimilée parce que bon, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de parler du sac qu'on utilise souvent en sérioscopie lorsqu'on fait une exérèse d'une masse ou d'une tumeur et qu'on fragmente la masse, on la met dans le sac pour pouvoir extraire à travers l'orifice du trocar. C'est différent du filet qui est utilisé en traitement conservateur pour les contusions de la rate. Ce filet est souvent constitué de polyglactine, comme le vicryl. Le vicryl qu'on utilise pour fabriquer le fil, pour fabriquer le fil de suture. Et c'est un filet qu'on utilise pour emballer la rate. Donc, une rate qui est contuse et dont on veut contrôler l'hémostase, on met ce filet, on emballe la rate à l'intérieur et ça permet de comprimer et sans pour autant faire une splénectomie, puisque c'est un traitement conservateur. Donc, ça emballe la rate et ça fait l'hémostase. Je ne sais pas si on se comprend. D'accord, ça veut dire que là, il s'agit simplement des moyens hémostatiques, c'est ça? Comme Oui, le filet, c'est une forme de traitement conservateur. D'accord, d'accord. Là, c'est plus clair. Merci. OK. Donc, il y a un autre commentaire dans le chat. C'est le docteur qui voulait poser la question, qui n'avait rien à voir avec la conduite abdominale. Il demande, il dit, j'aimerais s'il vous plaît savoir la conduite à tenir par un étudiant en médecine qui aimerait devenir chirurgien. Donc, si vous pouvez apporter un élément de réponse. La conduite à tenir pour un étudiant de médecine qui veut devenir chirurgien, c'est ça. Quelle que soit la spécialité dans laquelle on voudrait exercer plus tard, je pense qu'il est essentiel d'avoir des bases bien solides d'abord en médecine, parce que tout bon spécialiste est d'abord un très bon médecin. Donc, il faudrait d'abord que l'étudiant en médecine se batte et s'attelle à assimiler ses cours, ses leçons, et que cet étudiant en médecine soit assez enthousiaste pour l'apprentissage. Et par la suite, quelle que soit la spécialité qu'il fera, que ce soit chirurgien ou néphrologue ou cardiologue ou neurochirurgien, il fera cette spécialité bien parce que tout bon chirurgien est d'abord un bon médecin. J'espère que j'ai répondu à votre question. Bon, je ne sais pas s'il veut demander le parcours ou bien. Le parcours. Bon, le parcours, ça diffère de pays en pays. Au Cameroun, pour un étudiant qui veut entrer en résidanat,
Il va faire 2 ans d'expérience professionnelle sur le terrain et puis faire le concours de spécialisation et entrer en spécialisation de chirurgie qui peut durer jusqu'à 4 ou 5 ans. Maintenant, l'étudiant en médecine peut aussi décider de faire le concours d'internat en 6e année et entrer directement en internat, où il va faire une année de tronc commun d'internat et puis entrer en chirurgie dans sa spécialité. Bon, ailleurs, dans d'autres pays, il est possible immédiatement après le diplôme de médecine de faire des concours et intégrer le cycle de spécialisation. Je ne pense pas qu'il y ait un parcours exceptionnel pour faire chirurgie. OK. On va prendre, il y a une autre question. Jukang Harmonie qui demande s'il y a une différence entre la chirurgie générale et la chirurgie viscérale. La chirurgie viscérale est une sous-spécialité de la chirurgie. Donc, on peut choisir. Bon, je parle de la formation au Cameroun. Il est possible, dès le concours de spécialisation, de déjà déterminer dans sa tête ce qu'on veut faire en chirurgie. C'est-à-dire que dès la première année, bon, sachant que la première année, c'est l'année du tronc commun, on fait toutes les chirurgies. Et ensuite, à partir de la 2e année, on peut décider d'entrer en orthopédie traumatologique, en neurochirurgie, en urologie, en chirurgie pédiatrique, ou alors on peut décider de faire un cycle de chirurgie générale. Après ce cycle de chirurgie générale, on peut faire une sous-spécialisation en chirurgie viscérale. On peut retourner aussi en orthopédie traumatologique, en neurochirurgie ou en chirurgie pédiatrique. C'est au choix. Ou bien on peut même décider de faire autre chose comme la plastique ou la chirurgie, la microchirurgie. Donc, chirurgie générale, chirurgie viscérale, ce n'est pas la même chose. OK, merci docteur. Est-ce que le docteur Tchouchoua Guillaume a encore un truc à dire parce que ça m'a toujours de... Oui, merci. En fait, je voulais dire, en fait, ça aussi, bon, c'est un petit débat qu'il y a encore aujourd'hui entre est-ce qu'il faudrait faire chirurgie générale ou est-ce qu'il faudrait faire chirurgie viscérale et quelle est la différence? Parce que beaucoup de fois dans la pratique, les gens se rendent compte que ceux qui font chirurgie générale, dans certains hôpitaux ou bien dans certains services, ont tendance à voir qu'ils font uniquement du digestif. Mais je crois que c'est une question pour répondre à ça. Ça dépend du pays où on est et puis du système dans lequel on est. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays aussi comme la France, même en Russie, ce sont des endroits où ils ont directement désigné la chirurgie viscérale comme une spécialité à part entière. Parce que dans leur contexte, avoir quelqu'un qui fait dans le digestif uniquement, c'est très rentable pour leur société et tout, sachant qu'ils ont des hôpitaux très spécialisés où ils auront suffisamment de chirurgiens différenciés. Peut-être qu'ils feront aussi l'orthopédie, la traumatologie, l'ORL, l'urologie et tout. Maintenant, dans le contexte actuel où on est en Afrique, on s'est très souvent rendu compte qu'il y a des hôpitaux qui ont un seul chirurgien parfois et ils n'ont pas parfois d'orthopédiste, ils n'ont pas parfois de... Du coup, c'est le même chirurgien se retrouve en train de faire et la chirurgie de l'intestin, la chirurgie de l'œsophage, la chirurgie du côlon, la chirurgie de l'anus, mais en même temps, ils se retrouvent parfois en train de faire la prise en charge des fractures, la prise en charge de certaines maladies urologiques. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a d'abord cette différence-là. Ça répond à une certaine demande qu'on a sur le terrain. Bon, moi, ici où je suis, lorsqu'il commençait, on avait le même débat là avec nos enseignants. Parce que beaucoup disaient que non, pendant qu'il fait la formation, je me suis inscrit à une formation en chirurgie générale, mais tu as tendance à voir quand on te parle de l'orthopédie, on te parle d'autre chose. Et toi, tu dis parfois, tu n'es pas d'accord. Tu dis que non, nous maintenant, si c'est plus comme ça, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit seulement faire digestif et tout. Mais dans la pratique, c'est plus. Parce que tu peux te retrouver dans un hôpital où tu vas recevoir des enfants, tu vas faire la chirurgie pédiatrique, tu vas faire l'ORL et tout ça. Donc, dans notre contexte, pour l'instant, le terme qui est approprié, c'est la chirurgie générale. Maintenant, si quelqu'un, lui, va peut-être en France, il va uniquement faire les viscères, l'intestin, l'œsophage et tout. Maintenant, celui, c'est que s'il revient ici, il a intérêt à travailler dans un hôpital où il y aura d'autres spécialités qui vont faire les autres choses. Mais surtout dans un hôpital où il est obligé aussi de faire les fractures et tout ça, il sera un peu buté. Donc, je crois que c'est aussi une notion surtout de contexte et de demande. Pour l'instant, en Afrique, c'est la chirurgie générale qui est beaucoup plus à l'heure.
J'en ai terminé pour mon intervention. Merci beaucoup. Ok, merci, docteur Chua. Il y avait, il y avait iPhone qui levait la main. Je ne sais pas si il a toujours quelque chose à dire. Je vois sa main est abaissée. Il a quelque chose à dire. Docteur Chua, si vous n'avez plus rien à dire, est-ce que vous pouvez baisser votre main, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi, je vais baisser, c'est le but. Bon, en fait, j'ai une question. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Ma question, c'est, chez les patients, par exemple, qui sont inconscients, quelle sera la démarche, si on va d'arriver qu'il est inconscient, quelle sera la démarche à suivre? Est-ce qu'il va falloir beaucoup plus s'attarder sur l'examen clinique ou bien est-ce qu'il va falloir directement aller à l'examen FASTECO ou bien est-ce qu'il va falloir peut-être voir si le malade il est instable, décider directement de la parotomie? Quelle sera l'attitude immédiate à suivre si le malade est instable? Chez le patient qui a une altération de la conscience, il faut considérer d'emblée qu'il y a une possibilité de contusion abdominale. Donc, la démarche à suivre d'abord, de prime abord, il faudra faire l'évaluation primaire. Vous lui faites un ABCD pour évaluer les paramètres hémodynamiques, corriger si possible. Si le patient est stable, vous pouvez lui faire même et que les moyens sont disponibles, vous lui faites un total body scan. Tant qu'il est stable. Et le total body scan va vous permettre de faire le bilan des lésions présentes. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit, avec votre total body scan, vous vous rendez compte qu'on a seulement une contusion splénique, mais que le patient reste stable. Vous pouvez décider de faire un traitement non opératoire et surveillé. Ou alors, vous pouvez avoir un patient qui est stable, mais au total body scan, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres lésions chirurgicales, d'autres lésions potentiellement chirurgicales. Notamment, le total body scan, puisque le patient a une altération de la conscience, il ne va pas vous dire qu'il a mal au ventre. Mais avec le total body scan, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une rupture d'organe creux avec pneumopéritoine ou bien qu'il y a une fracture du bassin qui est associée. Donc, en allant c'est à ce moment-là que vous posez l'indication de la parotomie, sachant qu'en gérant les autres lésions chirurgicales, vous gérez aussi sa contusion splénique. Maintenant, chez le patient qui est inconscient et qui est instable, vous pouvez faire un fast écho initialement, mais sachant que d'emblée, vous irez au bloc pour une laparotomie pour faire l'hémostase. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci docteur. Il y a une intervention dans le chat MGDDX qui demande si on peut mettre le filet à visée hémostatique en cas de rupture du lobe, en cas de rupture d'un lobe du foie. Bon, la contusion hépatique a une prise en charge qui est un peu différente de la contusion splénique. Bon, là-bas aussi, on peut faire un traitement conservateur si on se rend compte que le patient est hémodynamiquement stable. Mais maintenant, les modalités chirurgicales, c'est qu'on peut réaliser un packing en cas de contusion hépatique qui saigne, c'est-à-dire vous faites une laparotomie, ensuite vous prenez des compresses et puis vous les entassez sur la zone du foie qui saigne. Ensuite, vous fermez la paroi, c'est-à-dire vous pouvez fermer juste la ponévrose et vous attendez, sachant que le lendemain, vous pouvez revenir pour retirer votre packing et puis, si l'hémostase est bonne, vous lavez la cavité et puis vous refermez normalement. Maintenant, dans le cas contraire, s'il se retrouve à saigner continuellement, on peut se retrouver en train de retirer une partie du foie. Mais le filet, je ne pense pas qu'il soit utilisé dans la prise en charge d'une contusion du foie.
Ok, merci, docteur. Ok, d'accord. C'est pas, docteur, tu as encore quelque chose à dire? La main est toujours levée. Oui. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que dans la chirurgie aussi, il faudrait aussi que les autres comprennent que dans la chirurgie des traumatismes de l'abdomen, dans les contusions de l'abdomen, dès l'instant où on décide de partir au bloc opératoire, dans les principes de celle de la parotomie, là, l'incision d'ailleurs même, c'est une incision qui est hypopubienne. C'est une incision où on va aller le plus largement possible. On va faire parce qu'on sait que c'est le foie qui est lésé, ou bien c'est la rate qui est lésée. Donc, c'est un abord où on va faire une ouverture qui est très grande, l'ouverture la plus grande possible. Et dès l'instant où on va entrer dans l'abdomen, on va commencer à mettre des compresses dans tous les cadrans de l'abdomen, dans tout l'abdomen, j'ai envie de dire. Et même avant de mettre même ces compresses-là, souvent de faire sortir tout l'intestin. Il met des compresses partout pour essayer de faire l'hémostase. Parce que parfois, on va amener le malade au bloc sur un argument, mais rien n'exclut qu'il y ait un autre organe qui soit lésé. Je vais prendre par exemple un exemple. Ça fait 2 semaines, on a eu un patient, parce que c'était hémodynamiquement instable, on a dû pousser le malade au bloc. Ceux qui étaient là, ils ont trouvé que la rate avait un souci. Et la rate, non seulement elle était éclatée, ils ont fait une splénectomie directement. Et quand ils ont fait une splénectomie directement, ils ont refermé l'abdomen, ils ont mis un drain, et puis ils ont refermé l'abdomen, ils ont mis un drain, et puis on a amené le malade en réanimation, il a reçu plusieurs transfusions. Maintenant, il a eu une évolution favorable jusqu'à 7 à 10 jours, et après, on a décidé de faire sortir le malade, après avoir retiré les drains et tout. Quand le malade il est reparti, 4 jours après, il revient à l'hôpital avec des douleurs abdominales. Et on a commencé à se poser la question, mais on a trouvé que la rate était bousillée, on a retiré la rate, mais pourquoi est-ce qu'il recommence à avoir des douleurs abdominales? Pourquoi il commence à avoir des signes de péritonite? C'est là où on décide encore de repartir avec l'enfant au bloc. Et cette fois-ci, lorsqu'on repart au bloc, on se rend compte qu'il y avait une lésion au niveau, sur le foie, au niveau du 8e segment. Et comme le 8e segment, c'est un endroit qui est haut situé, la lésion, bien qu'étant superficielle, quand l'enfant est au repos, la paroi abdominale elle-même fait l'hémostase dessus. Mais lorsqu'il se met à jouer, il y a des secousses et puis ça commence à saigner et ça fait commencer à avoir des signes d'irritation péritonéale plus tard. Donc, en principe, dans cette chirurgie-là, même si on sait que c'est probablement la rate qui est rompue, dès l'instant où on ouvre, on va aller chercher tous les organes et chercher à faire une hémostase d'abord complète partout. Et on va maintenant essayer de dérouler les compresses au fur et à mesure, Ce qu'on va trouver, on va faire le geste le plus sécurisé là sur place, sans trop perdre de temps. Parce que comme elle a dit, ça peut arriver qu'on revienne sur le même malade 2-3 jours après pour maintenant venir essayer de réparer des lésions. Surtout que dans l'urgence, au niveau du foie, il y a très peu de choses qui sont possibles. Dans l'urgence, il y a très peu de choses qui sont possibles. Donc, on va faire le geste le plus simple, le plus facile. La plupart des fois, il s'agit de mettre des compresses. On met beaucoup de compresses au-dessus, sur toutes les faces du foie, on met beaucoup de compresses. On essaie de le maintenir là-bas. Et puis, après les transfusions et tout, on peut revenir sur le malade après. Maintenant, les gestes souvent sont, quand il y a une grosse lésion, sont souvent les gestes qui sont souvent lourds. Ça nécessite vraiment qu'on soit préparé. Dans l'urgence, c'est souvent compliqué de le faire. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un filet? Je ne pense pas que le filet puisse prendre ça parce que le foie, il y a beaucoup de moyens de fixité, il y a beaucoup de rapports avec non seulement la veine sus-hépatique qui n'est pas trop loin de la veine cave inférieure. Il y a des rapports avec le petit épiplon, il y a la vésicule biliaire, il y a des rapports qui sont proches avec le foie. Donc parfois, mettre tout un filet qui va tout englober le foie, c'est compliqué. C'est mieux de prendre toutes les compresses, essayer de mettre partout, à chaque endroit où c'est possible, pour faire l'hémostase sur des lésions là. Donc, c'est à peu près ça que j'avais à dire. Merci, docteur Chichua, pour la contribution. Merci également, docteur Makou. Alors, s'il n'y a plus de questions, parce qu'on a quand même parcouru un bon nombre de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter certainement là. On va commencer par dire merci au docteur Makou qui a pris de son temps pour nous entretenir aujourd'hui encore. Merci à tous les participants qui ont intervenu, les contributions. C'était très, très enrichissant. Ceux qui ont participé à ce que ça soit aussi, qu'il y ait un bon partage de connaissances.
Le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui seront disponibles sur YouTube, sur la plateforme YouTube du Medical Mind. Pour ceux qui veulent peut-être revenir sur des choses qui ont été dites, mais qui n'ont pas bien suivi, ou bien qui veulent mieux fixer les connaissances, peuvent aller sur la page YouTube pour lire les cours en ligne. Il y a l'atelier de chirurgie du Medical Mind qui est pour l'atelier de chirurgie du Medical Mind qui est pour ce mois de mars. Les inscriptions sont en cours. Vous allez être notifié très prochainement par mail et vous allez être ajouté dans les groupes WhatsApp. Bref, vous allez être notifié. Donc, c'est un atelier sur la pose des attelles et indications, comment on pose des attelles, les attelles plâtrées, les attelles avec des résines, donc il y aura un atelier dessus. Donc, on vous invite à vous inscrire. Voilà, je pense que c'est tout. Bonne soirée à tous. Merci encore, Dr. Makou. Ah, il y a une question. Je ne sais pas. Vous avez une question? Je vois Kalaboum, vous avez une question? Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai une question. J'ai joint un peu tard. Je ne sais pas si ma question a été déjà répondue. Je demande à propos de la sonde nasogastrique devant une plaie pénétrante abdominale. Nous avons réalisé chez un patient l'ASP qui a montré un croissant gazeux hépatodiaphragmatique, ce qui veut dire qu'il y a une perforation d'organes creux qui peut être gastrique ou intestinal. Alors, le patient était stable hémodynamiquement, il est conscient et n'avait pas de plainte. Je voudrais savoir, est-ce que la sonde nasogastrique est-elle indispensable? Parce qu'on se dit peut-être que le contenu gastrique, si la perforation est gastrique, le contenu gastrique allait irriter le péritone, on aurait une péritonite, ou s'il est fécaloïde, pareil. Donc, je voudrais savoir la place de la sonde nasogastrique dans la perforation d'organes creux intra-abdominal. Merci pour votre question. Nous dirons que la sonde nasogastrique est importante, voire même indispensable en présence d'une perforation d'organes creux. Notamment si la perforation est gastrique, non seulement la sonde nasogastrique va permettre de vider le contenu digestif vers l'extérieur et un peu moins de contenu va se retrouver dans la cavité abdominale. Et en plus de cela, la sonde nasogastrique va permettre de mettre le tube digestif au repos. Et pour les patients qui, souvent en présence d'un syndrome d'irritation péritonéale, présentent des vomissements, ça va permettre d'orienter le vomissement et de ce fait prévenir l'inhalation du contenu digestif. Merci. Donc, je comprends que même si le patient est conscient et n'a pas de plainte et que les paramètres hémodynamiques sont stables, la sonde nasogastrique est toujours indispensable. Oui, c'est indispensable, oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci. Ok, donc merci Dr. Makou, merci à tous les participants. Bonne soirée à tous et prochainement sur Medical Mind Online. Ok. Bonne soirée, merci.